En cryptographie, en général, on cherche à satisfaire 3 propriétés principales. Parfois, on en a d'autres, mais on va s'intéresser à 3 grandes propriétés. La première, c'est celle qu'intuitivement tout le monde connaît. C'est la propriété dite de confidentialité. Donc, on imagine qu'on a une troisième entité malveillante. Donc là, j'ai mis une chouette qui a des grands yeux, qui va regarder tout ce qui se passe. Et ce qu'on cherche, c'est que le message qui va transiter entre les deux entités ne puisse pas être lu, reste toujours inintelligible pour des yeux ou des oreilles malveillantes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intuitif. L'expéditeur va être celui qui va chiffrer le message et le destinataire, celui qui déchiffre. Donc la première propriété, c'est la confidentialité. Ensuite, on a ce qui s'appelle l'intégrité du message. Donc on va vouloir, enfin, les deux entités veulent vérifier que le message qui a transité n'a pas été modifié au cours de la transmission. On peut imaginer que la troisième personne ne comprend pas ce qui transite dans le message, n'est pas capable de comprendre ce message, mais peut changer quelques lettres. Et dans ce cas-là, pour la personne qui reçoit le message devient plus clair. Donc on veut cette deuxième propriété, l'intégrité. Et la dernière, c'est la propriété qu'on appelle d'authentification, qui va être très couramment employée dans le système bancaire, par exemple. C'est ce que vous utilisez sans le savoir quand votre carte bancaire communique avec votre banque. Et qui dit la chose suivante, donc l'authentification est vérifiée quand le destinataire est capable de vérifier que le message arrive bien de l'expéditeur auquel il pense, et non pas de quelqu'un d'autre qui lui aurait envoyé un message et qui se ferait passer pour l'expéditeur initial. Donc on a la confidentialité, l'intégrité et l'authentification. Alors si on s'intéresse de plus près à la confidentialité des messages, donc au système de chiffrement, ceux qui vont nous permettre de faire transiter entre deux entités un message sans qu'une troisième entité soit capable de comprendre ce qui est écrit sur le message, on utilise très souvent l'analogie qui est la suivante. Donc on imagine que mon expéditeur a écrit son message, place son message dans une boîte, que tout le monde peut ouvrir, comme vous voyez. Ensuite, il ferme la boîte et il va utiliser un cadenas qu'il a en sa possession. Donc il se trouve qu'en fait, mon entité a une clé qui lui permet d'ouvrir le cadenas, de mettre le cadenas sur la boîte et de refermer le cadenas. Donc tout ça se produit à l'endroit où ma première entité cherche à chiffrer son message. Ce n'est pas quelque chose de public. Ensuite, une fois que le message est bien dans la boîte et que la boîte est bien fermée, on peut l'envoyer à travers un canal non sécurisé. Donc là, ça veut dire que ma troisième entité peut essayer de lire, de regarder ce qui se passe. Elle ne voit pas ce qu'il y a dans la boîte, elle ne peut pas ouvrir la boîte, donc elle n'a pas la clé. Et donc, ma boîte transite, arrive jusqu'à mon destinataire final. Et il suffit que mon destinataire ait lui aussi la même clé que l'expéditeur pour être capable d'ouvrir le cadenas. Donc il ouvre la boîte, et pour lui c'est très simple, ensuite il suffit de sortir le message et il est capable de lire le message. D'accord ? Donc ça c'est ce qu'on appelle la cryptographie à clé privée. Pourquoi ? Parce que chacun des deux entités a une clé qui garde privée. C'est quelque chose qui ne va pas dans le domaine public, qui n'est pas accessible à la troisième entité. Alors, cette analogie, qui est rien d'autre que le chiffrement à clé privée, parce qu'on a deux entités qui ont chacun une clé qui reste privée, qui n'est pas dans le domaine public, c'est ce qu'on a utilisé en cryptographie, en fait, historiquement, pendant des siècles. Donc on peut imaginer qu'au départ, on avait vraiment une vraie clé physique, mais très rapidement, la clé est devenue une correspondance de symboles, par exemple. Donc au temps de Jules César, déjà, il mettait en place le fait que tous les A devenaient des C, tous les B devenaient des D, etc. Donc il fallait que cette information ait transité entre les deux, et c'était ça la clé, le système de transposition d'une lettre à l'autre. Actuellement, la clé, qu'est-ce que c'est ? C'est rien d'autre qu'une phrase de passe, un mot de passe, où on peut voir ça simplement comme un ensemble plus ou moins grand d'octets. Donc le problème est le suivant, imaginons qu'on ait deux entités qui veuillent communiquer, mais qu'elles soient très loin l'une de l'autre et qu'elles se soient par exemple jamais rencontrées. On en a une en Antarctique et une en Europe. Comment ça se passe si elles veulent communiquer ensemble par ce procédé-là ? Eh bien, il faut qu'elles se transmettent la clé. Donc en fait, ça veut dire que l'une des deux doit envoyer une information numérique
à travers un canal non sécurisé à une deuxième personne. Et donc ça, c'est vraiment, on se rend compte que c'est un problème insoluble, qu'on est revenu au problème de départ, d'envoyer un message à travers un canal non sécurisé. C'est quelque chose qui nous a posé problème en cryptographie pendant des siècles et des siècles et des siècles. Alors on a réussi à passer au-delà de ce problème relativement récemment, c'était en 1976. C'est un problème qui a été résolu par Diffie et Hellman, deux cryptographes. On appelle ce protocole l'échange de clés de Diffie-Hellman. Alors je vais reprendre mon analogie pour expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a résolu ce problème-là. Alors dans mon analogie, j'avais deux entités qui devaient avoir chacun la même clé. Là, on va réussir à trouver une solution avec simplement une seule clé. Donc mon expéditeur, cette fois-ci, il n'a plus de clé. On imagine qu'il ne sait rien de plus finalement que mon entité malveillante. Comment ça se passe quand il veut quand même envoyer un message? Donc il a un message qui est ici rédigé, qu'il veut envoyer à un destinataire. Eh bien le destinataire va ouvrir le cadenas, envoyer le cadenas ouvert avec la boîte ouverte, donc sans message, à travers le canal non sécurisé. Là, on remarque que ma troisième entité peut tout à fait regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte ou regarder le cadenas, mais ça ne lui apporte aucune information. Ma première entité qui a donc rédigé son message va mettre le message dans la boîte comme tout à l'heure, fermer la boîte. Et là, j'imagine que je suis en possession d'un cadenas qui peut se fermer, même sans clé. Alors, il se trouve que ça existe. C'est même le cas, là, physiquement, de mon cadenas que j'ai dans la main. Donc, je ferme ma boîte. Enfin, ma première entité ferme la boîte. Et là, cette fois-ci, on remarque qu'elle n'est même plus capable elle-même de déchiffrer le message, de lire le message qu'elle vient de chiffrer. Elle envoie son cadenas fermé. Encore une fois, des entités malveillantes ne peuvent pas lire ou comprendre ce qui transite, avoir d'informations dessus. Et la seule personne qui est capable d'ouvrir la boîte, c'est mon destinataire qui va avec sa clé ouvrir le cadenas qui lui est associé. Et donc là, il est capable d'ouvrir la boîte, de sortir le message comme tout à l'heure et de lire mon message. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la cryptographie à clé publique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le cadenas ouvert qui est quelque chose de public. Alors, on se rend compte, pour revenir du côté des mathématiques, que ce dont on a besoin, c'est d'un cadenas qui puisse se fermer. Mais en fait, tout le monde peut fermer. Ça veut dire que ma troisième entité peut écrire, elle aussi, au destinataire. En revanche, il n'y a qu'une seule personne qui peut l'ouvrir. Et donc ça, d'un point de vue mathématique, l'analogie est la suivante. On se base sur des problèmes que tout le monde peut résoudre dans un sens. Fermer le cadenas, c'est quelque chose qui est facile. En revanche, ouvrir le cadenas, c'est quelque chose qui est infaisable en l'absence d'une information supplémentaire. En cryptographie, on va utiliser deux types de problèmes dits difficiles, donc de problèmes comme ça à sens unique. Le premier problème, c'est le problème de la factorisation. Et le deuxième problème, c'est le problème dit du logarithme discret. Le sujet de mes recherches pendant ma thèse, c'était le problème du logarithme discret, donc étudier les vulnérabilités du problème du logarithme discret dans un certain ensemble qui s'appelle les corps finis, quelque chose qui est un petit peu difficile à vulgariser. Mais l'idée est la suivante, si on arrive à casser le problème du logarithme discret ou le problème de la factorisation, c'est comme si on cassait le cadenas, donc le protocole lié, qui utilise de manière sous-jacente ce problème mathématique comme problème difficile. Donc si on arrive à casser le cadenas, on arrive à ouvrir la boîte, et si on sait ouvrir la boîte, on peut lire le message. Dit autrement, on essaye d'attaquer ces problèmes mathématiques, de les résoudre, pour pouvoir lire les messages qui sont chiffrés, qui transitent. Alors les protocoles qui sont actuellement sur le marché ne sont pas inviolables, simplement parce qu'on sait d'une certaine manière résoudre les problèmes mathématiques, mais c'est lié très fortement en cryptographie à une histoire de temps. Ça veut dire que si on souhaitait déchiffrer un message, il nous faudrait un temps tellement grand, tellement infini, même avec tous les ordinateurs de la planète disponibles, que finalement, le jour, dans quelques millions d'années, où on saurait résoudre ce problème mathématique-là, donc où on saurait lire le message, on imagine que ce serait plus du tout intéressant de lire ce message-là.